RFI et France 24 présentent Mardi politique. Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir. Et ensemble, nous recevons François de Rugy, candidat écologiste à la primaire de la gauche, député de Loire-Atlantique et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en 2015, vous claquez la porte de chez les Verts, que vous accusez de dérive sectaire, espérant peut-être un poste au gouvernement, mais ce seront 3 autres de vos camarades qui décrocheront le pompon. Dans la foulée, vous créez le parti écologiste, au pluriel. Et puis, vous décidez donc de concourir pour cette primaire avec les 6 autres candidats au débat de la belle Alliance populaire. Vous vous dites le seul écologiste et réformateur, mais sur l'écologie, Benoît Hamon vient vous mordre les mollets. 3 débats en une semaine, une primaire express, des ballons parfois techniques où l'on replonge dans les détails, où l'on vous demande de dire en 1 minute ce que vous pensez de Trump, de la Russie, de l'Europe. Est-ce que c'est le meilleur moyen pour que les électeurs s'y retrouvent? C'est un peu la question qu'on va vous poser déjà dans un premier temps, savoir comment vous avez vécu ces 2 débats. Et notamment avec cette question de savoir, au fond, si la forme des débats, leur organisation n'est pas trop formatée précisément. Est-ce qu'elle ne vous bride pas dans la capacité à exposer votre projet, votre vision, vos idées? On voit bien que certains candidats ont beaucoup de mal à se limiter à 1 minute ou à 1 minute 30. Moi, je crois que c'est un bon exercice. Même si la forme vous convient. C'est très contraignant. Ouais. Ce n'est pas dans nos habitudes. Même à l'Assemblée nationale, les plus petites interventions font toujours minimum 2 minutes. Mais, ça ne réduit pas l'argumentation? Ça oblige à aller à l'essentiel. Et oui, mais enfin, en matière de politique étrangère, c'est frustrant. C'est frustrant souvent de se dire on aurait voulu parler de cela ou de ceci, argumenter plus, expliquer, mais parfois on peut redemander la parole pour réappuyer quelque chose que l'on a dit. Mais c'est un bon moyen, je pense, pour celles et ceux qui l'ont regardé. D'ailleurs, ça a eu un certain succès, comme pour la primaire de la droite, c'est de pouvoir faire un comparatif en direct. C'est-à-dire que sinon, on a des invitations les uns les autres en différents médias. Bourratif. Pardon l'expression. C'est un peu long parce qu'il y a 7 candidats et que chaque candidat, lui, il ne parle qu'un quart d'heure ou 17 minutes. Oui. Donc, pour chaque candidat, ça paraît peu. Et en même temps, évidemment, le débat dans son ensemble dure longtemps. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que ça remet chaque candidat face à des questions qui sont les mêmes ou à peu près les mêmes pour présenter ses propositions et ça permet aux électeurs qui vont voter le 22 janvier de comparer ces propositions. Mais c'est pas toujours simple parce que sur ce format, parfois vous n'avez qu'à peine le temps de vous exprimer. Tous les candidats ne sont pas forcément interrogés sur un même sujet. Au fond, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les téléspectateurs se font plus une idée sur la prestance, la présence, la manière de parler, le sourire, enfin, et la couleur de la cravate, finalement? L'esthétique. Non, je ne crois pas. Mais ça, c'est un vieux débat de la politique, surtout avec la télévision. Moi, je crois qu'il y a des candidats, il faut bien le dire, et je suis bien placé pour le dire, qui sont plus connus que d'autres. Il y a des candidats qui ont eu beaucoup plus de temps d'antenne que d'autres pour présenter leurs propositions. Et même quand ils n'ont pas beaucoup de propositions, ils ont quand même eu beaucoup de temps d'antenne. Qui par exemple? Et puis, tout le monde sait très bien que Vincent Peillon, par exemple, qui se présente au dernier moment, qui fait un programme en 1 semaine, il a bénéficié quand même d'un temps d'antenne très important au début du mois de janvier, dont moi, par exemple, je n'ai jamais bénéficié. C'est ainsi. Donc les débats remettent tout le monde sur un pied d'égalité. C'est vrai que peut-être des téléspectateurs nous découvrent et du coup se disent tiens, un tel ou une telle que l'on connaissait moins, c'est intéressant ce qu'il dit ou ce qu'elle dit. On va peut-être aller voir ensuite sur Internet, on va peut-être regarder les interviews dans la presse ou sur d'autres antennes. Et ça crée, je sens quand même que les débats ont relancé la campagne ou lancé la campagne. J'entends bien, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y avait trop de candidats? On a envie de vous demander que faisait Jean-Luc Benamias ici, que faisait Sylvia Pinel, et j'ai envie, c'est pas très gentil de vous demander ça, mais ce que vous faisiez là, à quoi ça sert? Mais je vais vous répondre très simplement. Vous auriez pu dire que faisait Vincent Peillon, que faisait Manuel Valls, que faisait Arnaud Montebourg, que faisait Benoît Hamon. Il y a 4 gros ah bon et d'autres petits. Sur quelle base vous dites ça?
d'expérience C'est quoi vos critères ministérielle, voilà. Ah bon Un Quelqu'un qui a été ancien ministre de Premier l'Éducation ministre, un nationale ancien- pendant 22 mois, qui a déserté le débat public pendant 2 ans et demi, c'est le signe d'une grande expérience et d'une bonne préparation. Là, vous parlez pour à une nouveau de primaire Vincent et Payon, pour une hein, élection pour que ce soit présidentielle. clair. Et 2 ministres qui ont démissionné alors qu'ils venaient de se voir confier 5 mois auparavant des responsabilités importantes. C'est ça vos critères pour dire voilà des Non, mais- candidats qui sont dignes de responsabilité, à qui on peut faire confiance. Enfin, écoutez, moi je suis désolé. Non, mais il c'est faut bien que vous énerviez un peu. Je le dis parce qu'à la fin de cette campagne, j'en ai vraiment assez du traitement différencié qui a été fait sur certaines antennes. Je le dis sur la vôtre, vous m'invitez. Oh, je vous Ce invite, n'est on pas vous vous qui invite. êtes Finalement, visé, c'est nous qui et vous le supportons votre transmettrez à colère vos- alors qu'on ne la mérite pas. Vous le transmettrez à vos confrères ou à vos consoeurs et qui peut-être nous regardent ou auront un écho Non, mais- sur leur comportement. Et ce que je veux dire concrètement pour répondre à votre question, il y a une palette, des nuances au sein de la gauche, mais au sein des électeurs de gauche. Tous les électeurs et les électrices de gauche, ils ne pensent pas la même chose sur le bilan de François Oui. Hollande, sur les propositions. justement. Il y en a qui sont plus à gauche, d'autres qui sont plus social-démocrates, plus européens, moins européens, Et- plus écologistes. Il y en a un qui est écologiste, François de les autres ne le sont pas. Rugy, Eh bien, c'est ce que vous retrouvez avec les 7. Après, sur 7, est-ce qu'en effet, tous apportent vraiment des différences? Bon, ce sont aux électeurs de juger. Oui, mais la question est, en ce qui vous concerne, bon, certains ont considéré que vous avez fait une très bonne prestation et que vous étiez un peu la surprise de ce débat. Il y en aura pour tout le monde. Mais est-ce que vous n'étiez pas là initialement pour cette primaire qui était désignée, enfin qui a été faite pour François Hollande, parce que tout le monde pensait à l'époque, au moment où ça a été décidé, et vous étiez là pour défendre le bilan Hollande. Est-ce que votre candidature n'était pas faite pour ça, dans le C'est fond? pas de bol, hein. Le scénario, il a été écrit pour dire la primaire. Il y a quelques mois, on disait mais de toute façon, ça sert à rien cette primaire, puisque c'est juste pour valider, ratifier la candidature de François Hollande. Comme si d'ailleurs, Parmi les dans frondeurs, une primaire où François Hollande se serait présenté, il était sûr de gagner. Il était tellement sûr de gagner qu'il ne s'est pas présenté. Donc la preuve que ceux qui avaient écrit ce scénario, ils l'ont jeté à la poubelle depuis. Évidemment, ils se sont pas excusés de l'avoir défendu de façon péremptoire pendant des mois. De la même façon que certains avaient expliqué. Moi, vous voyez, j'ai fait du feu dans ma cheminée il y a pas longtemps et on prend des vieux journaux. Un journal du mois d'octobre disait « A-t-il déjà gagné ?» Et c'était Alain Juppé. Vous savez que ça pollue les feux de cheminée. Non, quand la cheminée tire bien et avec du bois bien sec, Eh bien, il paraît que c'est ce qui pollue plus. Il paraît que ça pollue même plus que le diesel. Et vous avez fumé un petit et vous avez fumé un petit pétard à côté. Et vous avez fumé un petit pétard Non, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais rien fumé d'ailleurs, ni cigarette, ni cigare, ni joint. Et je n'ai pas envie de commencer. Alors c'est vrai que vous n'avez pas le look d'un écolo faucheur de maïs. Vous êtes plutôt un écolo, on va dire, réaliste. C'est pour ça que je le revendique. Oui. Alors je trouve que c'est plutôt une qualité d'être réaliste. C'est quoi un écolo réaliste? C'est un écologiste qui a envie de mettre en œuvre les idées que je défends pour ma part, depuis que je suis engagé en politique, je suis engagé pour l'écologie. D'abord comme militant associatif, puis comme militant politique, puis comme élu local, puis comme élu national à l'Assemblée nationale depuis bientôt 10 ans. Et j'ai toujours voulu agir. Même quand j'étais dans l'opposition sous Nicolas Sarkozy, il y a eu au début du mandat le Grenelle de l'environnement, je m'y suis engagé. Et j'ai tout fait pour que les mesures soient mises en œuvre. Malheureusement, il a reculé et parfois même il a détricoté lui-même ce qu'il avait lancé. Mais ensuite, depuis 4 ans et demi sous la majorité de François Hollande, j'ai aussi essayé d'agir. Et j'ai dit quand il y a des choses qui n'allaient pas, et je le dis d'ailleurs dans les débats, et si vous les avez regardés, vous avez vu que je suis critique sur beaucoup d'aspects d'un bilan que je trouve plein de rendez-vous manqués. Et puis en même temps, quand il y a des choses qui doivent être défendues, il faut le dire aussi. Parce que sinon, demain, on va attendre que la droite soit au pouvoir pour dire « Ah tiens, c'est dommage, on aurait peut-être dû défendre telle mesure qui maintenant est en train d'être abrogée ou détricotée par la droite qui serait revenue au pouvoir. » Donc ça fait partie des débats. Puis après, il y a les propositions et c'est comme ça le plus important pour l'avenir. Et le projet écologiste que je présente, les propositions que je présente, par exemple, sur l'énergie, et on l'a vu dans le deuxième débat, je suis les seuls à le défendre. Benoît Hamon est venu un peu me soutenir et venu un peu appuyer mes propositions, mais c'est bien parce que je les avais mises sur la table. Alors, on en dit 2 mots de vos propositions, justement. On s'arrête sur l'objectif de production d'électricité 100% renouvelable en 2050, donc dans 33 ans. Finalement, c'est un peu demain à l'échelle du pays. Et encore plus proche, dans 8 ans, en 2025, 0% de transport terrestre carboné. Bon, c'est un peu technique comme langage. En gros, ça veut dire plus un camion sur les routes dans 8 ans. Enfin, ou des camions électriques, mais ils ne vont pas aller loin. Pour les voitures, ma proposition, elle est de dire que d'ici 2025, toutes les voitures neuves vendues en France seraient électriques ou hybrides électriques, pour profondément changer le marché
de l'automobile, vous êtes sûr que les constructeurs vous êtes sûr que automobiles... la technologie dans 8 ans Bien sûr, aura d'ailleurs, évolué la Norvège a pour déjà qu'on puisse pris... faire Paris-Marseille sans s'arrêter tous les 200 km déjà pour aujourd'hui, le plein sur une prise électrique. Notre constructeur national, la régie Renault, comme on disait autrefois, eh bien, qui est un groupe mondial aujourd'hui, a sorti un modèle, la Zoé, qui est un modèle de voiture accessible, abordable, qui a une autonomie maintenant de plus de 300 km. Ouais. Plus de 300 km. Vous ne mettez pas une famille avec 3 enfants dedans. L'ensemble des constructeurs, des grands constructeurs mondiaux, ils sont en train de sortir, ou ils vont sortir dans les 2 ans qui viennent, des modèles électriques ou hybrides électriques rechargeables, parce que moi je parle des 2 catégories de véhicules, et je dis d'ici 2025. Donc là, on se donne 8 ans pour que l'ensemble des voitures neuves, après, sur le parc, vous savez bien qu'il y a un renouvellement du parc automobile existant qui se fait en 8 à 10 ans. Donc après, voilà, c'est quelque chose de progressif. Mais il faut fixer un objectif. C'est ça, la politique, c'est de fixer un objectif. Puis ensuite, ce sont les entreprises et les consommateurs qui agiront. C'est bien de fixer des objectifs, encore faut-il les réaliser. Donc aujourd'hui, l'énergie nucléaire, elle représente 75% de la production électrique. Et puis, on l'a rappelé dans ce débat, c'est 220 000 emplois. Vous vous dites que le pays doit sortir donc du nucléaire à l'horizon 2050, mais pour cela, il faut atteindre donc les 100% des énergies renouvelables. On est très en retard. Est-ce qu'on fait comme l'Allemagne qui a fait la démonstration, dans le fond, que ça ne marche pas parce qu'ils ont construit des centrales à charbon. Alors, on fait quoi? On fait du gaz. On n'a pas assez de vent pour les éoliennes et vous êtes d'accord pour le soleil? C'est un tiers de la journée. Si donc, moi, je veux bien, mais vous faites comment? Si vous voulez bien, je vous emmènerai dans les parcs éoliens un peu partout en France, sur la côte atlantique comme dans le nord, où les parcs solaires, les parcs solaires, bah oui, mais il faut les mettre là où il y a du vent, évidemment. Les parcs solaires dans le bassin méditerranéen qui aujourd'hui produisent une électricité au même coût à la sortie du panneau solaire que les centrales nucléaires. Ce qu'il faut dire clairement, d'abord, il faut arrêter de dire n'importe quoi sur l'Allemagne. L'Allemagne, c'est aujourd'hui 33% d'énergie renouvelable. 33% d'énergie renouvelable. Plus du double de la France. Donc c'est quand même un résultat qui n'est pas nouveau, qui n'est pas mauvais. Et Vincent Payon l'a mais il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi parce qu'il a dit on réouvre des centrales à charbon. Mais non, en Allemagne, il y a toujours eu énormément de centrales à charbon. L'Allemagne est un pays charbonnier. L'Allemagne a des mines de charbon. Et les grands partis conservateurs et sociodémocrates, ils ont des électeurs dans les bassins miniers de mines de charbon. En France, on n'a plus de centrales à charbon, quasiment plus. Je peux vous dire, il y en a une encore. Alors c'est le gaz. Elle est le gaz. Non, on en a quasiment plus. Le gaz, c'est du CO2 plein pot alors. Arrêtez, enfin le gaz, il n'y en a quasiment pas. Toutes les centrales à gaz, malheureusement d'ailleurs, ont été fermées, alors que si on remplaçait les centrales à charbon par les centrales à gaz, on aurait beaucoup moins de CO2. Eh bien, 100% d'énergie. On les remplace par quoi? C'est juste la question. Est-ce que vous avez regardé les technologies existantes? L'éolien offshore, l'hydrolien, c'est-à-dire les énergies marines renouvelables, le solaire électrique, le solaire... Il faut du vent et du soleil. Il y en a en France, on a tout ce potentiel. On a le potentiel du vent, on a le potentiel du soleil, on a le potentiel du bois énergie, on a le potentiel de l'hydroélectricité. On est le pays le plus riche d'Europe en termes de potentiel de diversification énergétique. Et on n'utiliserait pas ce potentiel, on irait chercher de l'uranium au Niger ou au Kazakhstan, on se mettrait pieds et poings liés avec des fournisseurs qui sont par ailleurs des pays peu fiables, qui sont jamais des pays démocratiques, dans lesquels on est obligé d'ailleurs d'avoir des opérations militaires pour sécuriser nos approvisionnements. Donc on serait dépendant des importations, alors qu'on pourrait faire de l'électricité sur notre territoire. Et de l'électricité, pour reprendre un thème cher à un autre débatteur de la primaire, 100% made in France. Pourquoi est-ce qu'on s'en priverait? Moi, je pose la question dans ce sens-là. Pourquoi on s'en priverait? Oui, mais il parle d'Arnaud Montebourg pour le made in France. Votre projet, vous nous dites qu'il est faisable, qu'il est viable, etc. Mais il faut arrêter... D'autres pays s'y engagent. Il faut arrêter donc toutes les centrales nucléaires. Progressivement, en 34 ans. Donc on les laisse tourner toutes jusqu'à leur durée de vie possible? Normalement, elles avaient été faites pour 40 ans. Oui. Il y en a qui arrivent à cet âge-là. Oui. Mais celles qui ne sont pas... de Bugey, de Tricastin. Et il y en a qu'il va y avoir le coût du démantèlement de toutes ces centrales qui va alourdir la facture. Oui, mais plus on les démantèle tôt, plus il faut faire face tôt à la dépense. Prévu par EDF. Si on veut laisser les choses filer, comme ça, le laisser aller, le laisser faire, pas ma politique, moi, mais si on veut être dans le laisser-aller, laisser-faire, eh bien, les centrales nucléaires, vous ne pouvez pas les laisser continuer à marcher puis attendre qu'elles tombent en panne. Ça, c'est pas possible vu le danger autour du nucléaire. Donc, vous êtes obligé de réinvestir. Ça a été chiffré par la Cour des comptes, par une commission d'enquête parlementaire qui a auditionné EDF. 100 milliards d'euros dans les 10 ans qui viennent. Donc le choix, il est clair, il est politique, il est écologique, mais il est aussi économique. Soit on investit ces 100 milliards dans la fuite en avant dans le nucléaire, qui est déjà une source d'endettement colossale pour EDF, qui est en danger de mort à cause de ça. Soit on investit cet argent, et sans doute moins d'argent,
dans les énergies renouvelables, dont le coût de production baisse, alors que le coût de production nucléaire ne cesse d'augmenter. Je ne vois pas pourquoi on se priverait au nom d'un mythe qui a été un mensonge d'État, parce qu'en France, il y a un mensonge d'État autour du nucléaire sur le prix. On ne cesse d'ailleurs d'augmenter les prix de l'électricité parce qu'il faut sans cesse éponger les dettes d'autrefois qui ont été contractées autour du parc nucléaire. Et surtout, on a du mal à construire des centrales seules aussi en France. On est obligé de demander aux Anglais oui, l'EPR de nous aider. Flamanville, ça fait des années et des années qu'il devrait déjà être mis en service. 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros pour quelque chose qui n'a pas produit 1 kWh d'électricité. C'est un fiasco industriel et financier. Le directeur financier d'EDF a dit l'investissement en Grande-Bretagne risque de tuer EDF. Est-ce qu'on veut continuer dans cette voie? Alors je voudrais qu'on reparle un peu de politique. C'est vrai que non, mais sur l'écologie et la politique, oui bien sûr. Non, mais l'écologie et la politique. On a un peu l'impression que chez les Verts, c'est plus la politique qui prime que l'écologie. C'est pour ça que je les ai quittés d'ailleurs. C'est pour ça, oui. Quand vous dites des dérives sectaires, qu'est-ce qui ferait qu'un parti écologiste ne serait pas sectaire? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous voyez une différence entre l'écologie de gauche et l'écologie de droite? D'abord, l'écologie de droite, elle n'existe pas. Vous avez vu la primaire de droite. Il y a Nathalie Kosciusko-Morizet. Oui, mais même elle n'a pas parlé d'écologie dans la primaire de droite. Et la seule fois où elle a voulu en parler, les autres candidats n'ont même pas répondu. Et elle s'adressait personnellement à Nicolas Sarkozy, qui n'a pas répondu. Et 3 débats de la primaire de droite, plus le débat d'entre-deux tours, entre Juppé et Fillon, où il y avait sans doute des différences sur l'écologie, ils n'en ont même pas parlé. Nous, à gauche, nous en parlons. Nous avons agi sur un certain nombre de domaines depuis 2012. Et moi, je suis... Là, c'est la démonstration concrète entre l'écologie qui resterait toute seule dans son coin, qui aurait un grand programme très radical, mais qui n'aurait jamais le mode d'emploi, qui se condamnerait donc à l'impuissance en refusant l'exercice de la responsabilité. Moi, j'ai choisi une voie qui est plus étroite, qui est plus difficile, parce qu'on est critiqué, dénigré sur la primaire de la gauche, sur les tentatives pour faire avancer les choses, mais je crois que c'est la seule solution pour avancer. Et je constate, le deuxième débat d'ailleurs l'a bien montré, que quand on se met au cœur d'un débat qui s'adresse à des millions de personnes au lieu de s'adresser à 10 000 militants, eh bien là, on touche beaucoup plus de gens et c'est de nature à changer les choses à l'intérieur de la gauche. Est-ce que votre objectif dans cette primaire, c'est aussi de remettre la main sur le parti, d'avoir le leadership sur l'écologie en France? Non, moi ce que je veux, c'est prendre la tête pour éviter le maximum de personnes. Si vous faites plus que Jadot, par exemple, au premier tour, que lui à la présidentielle, est-ce que vous allez... C'est quand même un signe que ce que je défends depuis de très nombreuses années, puisque moi ça a toujours été ma ligne politique, et rencontre un certain satisfecit de la part des Français, parce qu'il faut toujours essayer de convaincre. Et moi je veux convaincre le maximum de personnes. Si je me présente dans cette primaire, c'est pas simplement pour exposer des idées et puis dire maintenant vous en faites ce que vous voulez. Non, je veux convaincre celles et ceux qui nous regardent. Pas tellement les autres candidats, parce que ça, je sais que dans ces cas-là, on risque d'attendre longtemps. Mais si celles et ceux qui nous regardent, là, ce soir, ou les débats que nous avons eus et que nous aurons, eh bien, votent pour ma candidature, je leur dis, le bulletin de vote François de Rugy, vous l'avez à disposition pour donner du poids à l'écologie dans le projet présidentiel de la gauche. Plus il y aura de voix qui se porteront sur ma candidature, plus le projet présidentiel de la gauche sera écologisé, et à ce moment-là, ce sera un levier d'action pour le futur. Et qui sentez-vous le plus à l'écoute des préoccupations environnementales dans la primaire et éventuellement en dehors de la primaire? Moi, je vois bien qu'à travers cette question, on veut m'amener déjà à choisir un autre candidat. Moi, je me bats pour avoir le maximum de voix au premier tour. C'est pas pour commencer à dire que finalement, il y a un autre candidat qui serait aussi bien. Non, il faut être clair. Je suis le seul candidat à mettre l'écologie au premier rang des priorités. Avoir un projet écologiste cohérent. Moi, je dis d'ailleurs à celles et ceux qui viendront voter à la primaire de la gauche. Non, mais la crédibilité, elle vient, me semble-t-il, de la cohérence, de la constance dans le temps. Cohérence dans le projet, parce que si vous avez un chapitre écolo, comme on dit, dans votre programme, mais que sur le reste du programme, il y a plein de contradictions, ça sert à rien. Et si vous le dites Payon, maintenant... il dit n'importe quoi. Vous dites Payon, par exemple, il dit n'importe quoi. Sur le nucléaire, quand il dit c'est l'énergie la plus propre,
j'ai envie de lui dire que tous ceux qui disent ça prennent un fût de déchets nucléaires dans leur jardin. Et on va en reparler. Je crois qu'honnêtement, c'est pas sérieux de dire une chose pareille. Ce sont des formules creuses comme l'indépendance énergétique de la France alors qu'on est dépendant des importations d'uranium. Bon, il faut être concret, il faut être précis, il faut être clair. Et ça, les débats de la primaire permettent d'avancer. Et puis par ailleurs, moi je dis tant mieux si des candidats se saisissent des enjeux écologiques à la veille d'une primaire. Mais ce serait bien, en tout cas, je pense que la crédibilité, elle ne peut pas venir simplement de quelques engagements à la veille d'une primaire. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre phrase, au terme de la première partie de cette émission. On se retrouve dans quelques minutes avec François de Rugy, Roselyne, pour après un point sur l'actualité. Voilà, à tout de suite. 18h30 à Paris, vous êtes sur France 24. Dans l'actualité de ce mardi 17 janvier, entre l'union libre et la séparation avec Bruxelles, Londres choisit le divorce. Theresa May, la chef du gouvernement,